Ladies and gentlemen, je vous propose, si vous voulez, qu'on reprenne. Nous avons pris du retard, sinon ça ne serait pas un colloque. C'est le propre de ce type d'exercice et je vais essayer de, si vous voulez, de rattraper un tout petit peu de façon à terminer au plus tard à 13h10 et rien de plus. Donc nous avons un panel ici présent avec des profils très différents, mais pour traiter effectivement d'une question importante qui est tout à fait, Mathias Vargon a bien souligné le fait que les deux tables rondes, celle qui vient de se dérouler et celle-ci sont très, comment dire, un peu belle marquise d'amour mourir, monsieur me fond, hein, c'est-à-dire qu'elles sont, elles se marchent un tout petit peu dessus si on veut, mais je vais orienter plus sur la question spécifiquement des fake news. Donc nous avons sur ce plateau Violette Spilbou, qui est députée du Nord, groupe Renaissance, et qui a été co-rapporteuse de la mission Flash sur l'éducation critique aux médias, donc à l'Assemblée nationale, rapport rendu en février 2023, porteuse ce rapport d'une dizaine de recommandations dont elle pourra justement nous parler concernant l'éducation critique aux médias. J'ai également à mes côtés Julie Pacorel, qui est journaliste à l'AFP, spécialiste, enfin qui a pour spécialité le grand défi du fact-checking, justement, et précisément sur les questions de santé notamment. Ensuite, j'ai ici à mes côtés Bruno Falissard, qui est donc mathématicien et pédopsychiatre. J'avoue que je suis impressionné de deux compétences si différentes a priori, et qui est donc professeur notamment de biostatistique à l'université Paris-Sud et qui est membre du groupe de travail sur l'irrationalité en médecine dans cette noble maison qui nous accueille. Et enfin, j'ai Jérémy... alors, comment on dit ? Ward, voilà, donc s'il n'y a pas de doute. Jérémy Ward, donc sociologue, chercheur à l'INSERM, et qui est spécialiste notamment de tout ce qui est controverse vaccinale, et qui a publié, entre autres, dans des revues académiques internationales, un article sur la couverture médiatique de la chloroquine. J'ai moi-même sacrifié à cet exercice dans un chapitre d'ouvrage qui n'est pas encore sorti, et puis qui a publié également un autre article, par exemple, parmi tant d'autres, sur Manufacturing Consent for Vaccine Mandates. Donc, je vais tout de suite donner la parole à la députée Violette Spilbou, si elle peut nous faire état justement de ce travail qui a été fait par cette mission Flash et notamment les recommandations que vous portez, tout à fait intéressantes pour l'éducation critique aux médias qui, je crois, est le soubassement justement de la lutte contre les fake news. Si ça doit marcher, le vôtre il marche. Oui. Ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Oui, une mission parlementaire menée dès le début du mandat à partir du mois d'octobre 2022 pendant 4 mois avec un collègue de l'opposition. Nous avons à la fois rencontré une centaine de personnes lors de tables rondes et d'auditions dans le cadre de cette mission parlementaire, rendu 10 recommandations et puis j'ai poursuivi ce travail avec une universitaire du nord de la France, Sylvie Lelemerviel, parce que nous avions eu aussi de nombreuses contributions écrites d'acteurs de la société civile, de la santé, des médias, des associations, des écoles, qui souhaitaient faire entendre leur point de vue sur l'urgence d'agir en termes d'éducation critique aux médias. Et on a titré notre rapport commun avec Sylvie Lelemerviel s'armer dans la guerre de l'information. Un vocabulaire assez guerrier, mais qui décrit assez bien le sentiment d'urgence très partagé et mature de l'ensemble des acteurs, et je crois que c'est l'un des objets de cette journée, de passer à l'action sur un certain nombre de choses qui sont à la main, soit des pouvoirs publics, soit des acteurs privés, qui doivent se rassembler pour protéger l'ensemble des citoyens, pour leur donner aussi les moyens d'être éclairés, de développer leur esprit critique, et notamment de protéger nos enfants. Donc, on a rendu beaucoup de recommandations, 36 recommandations. On mettra à votre disposition ce rapport, bien sûr.
Je dirais que par rapport à l'ensemble des débats de ce matin et du sujet spécifique à la santé, on a principalement insisté sur le renforcement du rôle et de la valorisation des professeurs documentalistes dans les établissements scolaires qui ont déjà souvent, presque bénévolement, en dehors de leurs horaires dédiés, des actions de coordination de projets dans les établissements, que ce soit au collège ou au lycée, pour amener à se questionner sur la qualité de l'information et dans lesquels les professeurs de mathématiques et de sciences ont une... Est-ce que le micro ne coupe pas par moment? Si, il coupe. Ça va? Les professeurs de mathématiques et de sciences ont un rôle très important et souvent très actif dans ce collège de professeurs parce que le rapport à la science est parfois le plus évident à démontrer aux élèves quand on veut leur démontrer la qualité ou la non-qualité d'une information. Et deux exemples, vous avez parlé beaucoup bien sûr du Covid qui a été un élément très déclencheur sur tous ces questionnements. Deux exemples sont souvent pris dans les établissements scolaires, celui du Covid et aussi celui du chiffrage de l'impact de la réforme des retraites. Parce que dans le débat politique intervenait beaucoup de sujets statistiques, mais il concerne moins bien sûr la santé, encore que. On a aussi, dans les préconisations, souhaité que toutes les bonnes expériences d'éducation critique aux médias soient développées sur l'ensemble du territoire et à tous les niveaux de l'enseignement et pas seulement pour les jeunes, mais aussi auprès d'un public senior, par exemple, qui fréquente les médiathèques. Il y a des actions qui sont menées dans les médiathèques et qui permettent aux seniors, premiers propagateurs de fausses nouvelles, et en particulier dans le domaine de la santé, qu'on leur permette d'être mieux éduqués au risque des fake news, et notamment quand on sait que dans les études qui sont faites sur les jeunes et leur rapport aux fausses informations, le rôle des grands-parents est très important parce que c'est souvent vers les grands-parents que l'on se tourne lorsqu'on a entendu quelque chose qui nous interpelle, qu'on a 12 ans, et donc le rôle des seniors est important. Donc on a beaucoup travaillé aussi sur toutes ces lieux où finalement il y a un peu d'éducation critique aux médias, mais de façon très inégale dans les territoires. Et on a proposé qu'il y ait une action interministérielle qui associe autant la culture que le ministère de la Famille, que le ministère du Numérique, que le ministère de la Santé, de la Citoyenneté, pour déployer une véritable politique publique répartie et plus équitable sur le territoire, puisqu'on a des endroits qui sont complètement zone blanche, liés à l'absence de journalistes sur le territoire, que ce ne sont pas des villes-centres, ou liés au manque des moyens de tel ou tel DRAC qui sont très, très inégales. Peut-être un mot sur le niveau universitaire, qui est le grand oublié aujourd'hui des politiques d'éducation critique aux médias, ces jeunes qui, après 18 ans, se retrouvent dans l'enseignement supérieur. Et alors, je vais vendre un peu mon territoire, parce qu'il y a un Lillois dans la salle, mais parce que je suis accompagnée sur toutes mes réflexions politiques par un professeur de santé publique, qui est le professeur Philippe Amouyel, et je lui ai demandé si nous avions de bons exemples, ce qui se fait à Lille. Et il y a à la fac de médecine de Lille une nouvelle initiative qui sera inaugurée le 6 décembre prochain, qui est la création dans l'UFR de sciences et santé du sport, un projet d'unité d'enseignement libre de 33 heures, basé sur 4 modules, dont la responsable pédagogique est Victoria Gauthier, donc du service de santé publique. Et les 4 modules, c'est un module sur la fiabilité des sources de données, un module sur la psychologie sociale des médias, un autre sur la construction des projets d'esprit critique, et le dernier sur la participation de ces étudiants de 4e année de médecine à la journée nationale de l'esprit critique. Et le lancement du 6 décembre est fait avec le créateur d'une chaîne YouTube qui s'appelle Thomas Durand, La Tronche en biais, 290 000 abonnés. Et donc de voir que dans la fac de médecine rentre ce type d'enseignement de façon proactive montre aussi que l'enseignement supérieur ne doit pas être en reste et qu'il y a plein d'initiatives sur le territoire qui doivent être non seulement valorisées mais déployées. Voilà, je pourrais parler plus longtemps, mais je pense que ça vous donne un cadre de ce qui nous intéresse de porter au niveau parlementaire. Merci beaucoup. C'est effectivement tout à fait intéressant. Alors, je vais donner la parole tout de suite à Bruno Falissard pour lui demander un petit peu comment, notamment
du point de vue de son expérience en général, mais de sa participation à ce groupe de travail sur l'irrationalité en médecine, comment il conçoit la manière d'essayer de répondre à la diffusion de fausses informations, notamment sur les questions de santé, mais de façon plus générale. Je vous propose de prendre le même micro. Merci. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste des médias. Je suis plutôt spécialiste de la rencontre avec un patient dans les entretiens que j'ai en tant que pédopsychiatre. Et cette question de l'irrationalité et de la désinformation, elle se pose là. Et comment on fait en pratique? En pratique, le mot-clé, c'est l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, c'est l'empathie, la confiance et l'honnêteté. Et je vais prendre un exemple volontairement non médical. Un patient vient me voir et va me dire « Vous savez, docteur, moi je pense que la Terre est plate. Quelle va être ma réaction ?» Eh bien, je vais lui dire ok, vous pensez que la Terre est plate et d'ailleurs, pourquoi pas, quand on est face à un lac, le lac est plat. Et d'ailleurs, si toute votre vie, vous ne voyagez qu'à 10 ou 15 km de votre lieu de naissance, vous pouvez accepter que la Terre est plate. La Terre est localement plate. Néanmoins, on est là et on doit se faire confiance et vous venez me demander des choses et effectivement, en tant que médecin, j'ai accès à un savoir qui me fait dire que peut-être qu'elle n'est pas plate et on peut en discuter. Et c'est cette alliance thérapeutique, cette confiance qui va faire qu'on va pouvoir entrer dans la communication. Alors imaginez que ce patient vienne me voir et qu'il me dise « Mais vous savez, docteur, je pense que le Soleil tourne autour de la Terre. » Alors vous allez me dire « On va faire exactement la même chose. » Eh bien oui, mais figurez-vous qu'en fait, ça n'est pas totalement clair de pouvoir affirmer scientifiquement que la Terre tourne autour du Soleil par rapport au contraire. Il y a eu un texte écrit par Poincaré là-dessus, dans La science et l'hypothèse. Il y a un débat épistémologique sur le fait que est-ce qu'on peut vraiment affirmer expérimentalement, alors que les mouvements sont relatifs, que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas le contraire. Et vous voyez, ce débat-là existait dans l'article Wikipédia de géocentrisme et il a été enlevé. On ne peut plus avoir accès à ce débat. Ça s'appelle du scientisme. Le scientisme, c'est quand il y a un questionnement scientifique et que, tout d'un coup, des croyances envahissent les scientifiques et font que on va considérer que quelque chose est vrai alors que, eh bien, il y a toujours un débat. Et ce scientisme, il est dramatique parce qu'il fait le lit du complotisme. Et en médecine, c'est bien sûr encore plus compliqué qu'en physique. C'est qu'en médecine, tout à l'heure, on a entendu des questions à propos de... Une question qui se pose de façon extrêmement sensible. Oui, mais est-ce qu'on a prouvé l'efficacité de ce traitement? Tous les jours, on entend ça. Eh bien oui, mais qu'est-ce que ça veut dire efficacité? Qu'est-ce que ça veut dire que prouver? On dit qu'une proposition est prouvée quand elle est établie par une méthodologie reconnue et qu'elle entraîne une croyance. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être nihiliste, ça ne veut pas dire que tout se vaut. Oui, des granules 30CH d'homéopathie ne sont pas plus efficaces qu'un placebo, bien sûr. Oui, les corticoïdes sont efficaces dans beaucoup de maladies inflammatoires, bien entendu. Mais est-ce que les antidépresseurs sont des traitements efficaces? Est-ce que le paracétamol est un antalgique efficace? Ça dépend. C'est une question compliquée et nous devons dire que ça dépend. Alors vous me direz, ah oui, mais avec les médias, on ne peut pas dire que c'est compliqué, on est obligé d'avoir... Peut-être, mais le risque est de penser qu'à force de voir des choses simples, nous y croyons et que nous nous transformions de scientifiques en scientistes. Soyons cartésiens jusqu'au bout. Le scientisme fait le lit du complotisme. Merci pour ce plaidoyer vigoureux. Je vais tout de suite passer la parole à Julie Pacorel pour lui poser la question de la nécessité du fact-checking et aussi la question qui arrive derrière de la possibilité de son influence, notamment vis-à-vis des complotistes, etc. Merci.
Alors, déjà, je tiens à dire que je suis journaliste depuis 15 ans, mais fact-checkeuse depuis 1 an seulement. Voilà, le fact-checking, c'est qu'une version du journalisme, hein, c'est pas autre chose. En santé, pour moi, c'est particulièrement intéressant, le fact-checking, parce que Violette Spilbou parlait d'éducation aux médias. J'en ai fait un peu. J'ai animé des ateliers, notamment dans des écoles primaires. Et je leur montrais plein d'affirmations fausses ou d'images fausses générées par intelligence artificielle, etc. Et finalement, j'ai découvert qu'ils avaient un esprit critique très développé. Ils arrivaient très bien à distinguer le vrai du faux, sauf sur les sujets de santé. Et typiquement, je leur avais montré l'affirmation « le citron congelé guérit le cancer ». Et tous m'ont dit « Ah oui, ça c'est sûrement vrai ». Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que je pense que la désinformation en santé, contrairement à d'autres formes de désinformation, n'a pas de couleur politique, n'a pas forcément un but nuisible derrière. Parfois c'est le cas, on parlera du complotisme. Parfois c'est juste de l'ignorance, de la mésinformation. Et autre chose que j'ai remarqué, moi, depuis 1 an que je travaille de manière intensive sur ces sujets. Beaucoup de sujets de désinformation en santé sont en fait des informations feel good, des informations qui font du bien. On a tous envie de croire que le citron congelé guérit le cancer. Franchement, ce serait une super nouvelle. On a tous envie de croire que si on mange des algues, on va jamais développer Alzheimer. C'est des recettes très simples à des problèmes très compliqués. Et je pense que cette désinformation, cette mésinformation plutôt, elle peut venir de partout. Elle peut venir de laboratoires qui vendent des huiles essentielles, mais elles peuvent aussi venir de vos proches quand vous leur annoncez que vous souffrez d'un cancer. Des proches qui parfois sont très bienveillants, mais qui vont donner des conseils dramatiques. Donc pour moi, c'est ce qui m'intéresse particulièrement. C'est cette mésinformation, quelque part encore plus que la désinformation. Je pense aussi que mon rôle de fact-checkeuse est beaucoup plus important pour ces choses-là. Et alors j'ai envie de reprendre un peu ce que disait Pierre Brémond-Dars tout à l'heure sur... alors je ne sais plus comment il a appelé ça, mais la relation, en fait, qu'il ne fallait pas casser la relation de soins avec un patient qui avait peut-être des croyances fausses. Quelque part, moi, en tant que journaliste, c'est un peu aussi comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire que mon rôle, ce n'est pas de dire « ceci est complètement stupide », c'est plutôt de dire... Alors attendez, on va regarder. Typiquement, là, j'ai fait un fact-check récemment sur le curcuma. Alors le curcuma, à qui on attribue 1000 bienfaits. Certains sont vrais, certains sont faux, certains ne sont pas vérifiés à l'heure actuelle. Moi, je pense que mon rôle en tant que journaliste, c'est pas de dire c'est vrai ou c'est faux, c'est d'être dans la nuance. On parlait tout à l'heure du fait que parfois il est difficile d'avoir de la nuance dans les médias. C'est pour ça qu'à l'AFP, on a un outil pour le fact-checking qui est notre site grand public AFP Factuel, qui n'est pas voué en fait qu'à nos clients habituels, mais au grand public, et sur lequel on publie des articles très longs, parfois trop longs, mais qui prennent le temps d'explorer les sujets et de dire typiquement sur le curcuma, il y a des études en cours. Actuellement, moi, je ne peux pas vous dire en fait, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, en tout cas sur certains aspects, sur certaines maladies. On sait déjà que sur la dermatologie, les bienfaits sont constatés, sont prouvés. Par contre, effectivement, dans le diabète, on n'en est pas là. Voilà. Et je pense que effectivement, le fait de ne pas casser la relation, de ne pas en fait, de garder de l'humilité pour les médecins comme pour les journalistes face aux croyances, c'est très important. Récemment, j'ai interviewé pour ce même sujet curcuma un nutritionniste de Gustave Roussy, donc oncologue et nutritionniste, qui me disait, moi, tous mes patients me posent des questions. Est-ce que vous croyez que si je mange ça, ça va aller mieux? Est-ce que voilà? Et il dit, clairement, moi, ce que je veux, de toute façon, d'une part, c'est savoir ce qu'ils vont faire. C'est la première chose, c'est que le médecin, s'il n'est pas au courant, que en fait, vous avez arrêté votre traitement pour manger du curcuma, typiquement, il ne va pas pouvoir vous aider. Alors que s'il sait, il va pouvoir vous aider, il va pouvoir peut-être vous dire... ça ne peut pas faire de mal de mettre un peu de curcuma sur vos plats. Par contre, surtout, n'arrêtez pas votre chimio ou un autre traitement. Voilà, c'est important. Et je pense qu'effectivement, tout à l'heure, on a eu un mauvais exemple avec cette altercation de personnes venues nous parler d'une lettre de l'EMA. C'est un sujet que j'ai débunké hier, donc ça tombe bien, c'est d'actualité. Donc cette fameuse lettre de l'EMA qui remettrait en cause toute la vaccination.
Voilà, je pense qu'on est sur des sujets sur lesquels il y a un antagonisme très fort, il y a des sensibilités très fortes, parce que la santé, ça touche chacun dans sa chair, et sur lesquels, en fait, il faut réussir à maintenir un dialogue. Et moi, je crois beaucoup en ça en tant que fact-checkeuse. Je ne suis pas là pour dire telle personne dit n'importe quoi, telle personne a raison, mais plus pour passer la parole à ceux qui savent, et parfois même dire personne ne sait. Voilà. C'est un peu mon idée du fact-checking. Merci beaucoup. Vous avez largement anticipé sur ma deuxième question, donc tout va bien, ça fera une très bonne transition. Jérémy Ward, en fait, je voulais vous poser la question justement de la manière dont vous voyez la possibilité, de votre point de vue, de lutter contre les fake news en matière vaccinale, sachant que un des principaux points d'achoppement de toutes ces questions de vaccination liées à la rougeole, etc., part notamment d'un article paru dans une revue académique qui a mis des années à être enlevé. Ça veut dire bien que parfois, le problème de la fake news, c'est pas juste des délirants dans leur coin, mais ça peut aussi être lié à un état, à un moment de la science, de la médecine qui n'est pas optimal, on va dire, et qui peut être après exploité et qui peut-être a du mal à sortir de la tête de certains. Si ça marche, allez-y. Est-ce que ça marche? Ça a l'air de marcher. Oui. Merci, oui, effectivement. Moi, mon point de vue va être ancré dans le sujet que je connais le mieux, qui est celui de la vaccination, sur lequel je travaille depuis un petit peu de temps. Et c'est vrai que le type de point de vue on a beaucoup entendu l'évocation d'interventions pour débunker telle rumeur, telle information fausse, etc. C'est extrêmement important parce que souvent le doute il se construit à partir de croiser une information sur telle ou telle chose. Mais en même temps, on a l'impression de décoper la mer avec un petit seau parce que, pour avoir passé un temps assez conséquent sur les sites critiques des vaccins, des informations fausses sur les vaccins, vous n'avez pas le temps de toutes les lire, vu la vitesse à laquelle elles sont produites. Et c'est vrai que moi, j'aurais tendance à vouloir insister sur une autre dimension qui est celle de la dimension d'encastrement de la circulation des informations fausses sur Internet dans un espace beaucoup plus large, l'espace du monde social au-delà d'Internet. Et je suis très content parce que les interventions depuis ce matin, j'ai l'impression en tout cas que ça a été pas mal souligné, et je vois notamment un changement assez important par rapport à des cadrages qui ont pu être assez dominants dans les discours publics sur la désinformation, notamment en santé, il y a quelques années, et d'ailleurs c'était même l'état de la littérature, vous lisez les articles dans Science, dans Nature, etc. Le cadrage c'était, mais il se passe quelque chose d'absolument incroyable sur Internet, les informations fausses circulent beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, bigger, better, faster, stronger que les informations vraies, etc. Parce que, en fait, dès qu'on allait sur Internet, on voyait des contenus critiques. Donc, par exemple, vous allez sur Twitter, vous allez sur les sites Internet, vous tapez vaccin, vous tombez dessus facilement, etc. Et pour le coup, on voit vraiment une transformation de la littérature sur les dernières années, pas uniquement sur les vaccins, mais en général sur la thématique des fake news, où on se développe à la fois une version beaucoup plus nuancée, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en fait, à la fois lorsqu'on regarde un peu comment les personnes lisent les fake news, on voit qu'il y a un sens critique, une capacité à identifier certains, même si effectivement sur les questions de santé, la capacité à identifier fake news peut être plus compliquée. On voit aussi qu'on a des minorités qui sont extrêmement actives et que c'est vrai que lorsque vous regardez le volume, vous dites « Ah oui, mais regardez, il y a 400 000 tweets, ils ont été retweetés 45 000 fois. » En même temps, moi je connais plusieurs militants critiques des vaccins qui publient en moyenne par an 16 500 tweets. Et donc, ça fait du chiffre. Et en même temps, il y a aussi le risque inverse de dire oui, mais c'est quelque chose qui est dans son coin, qui ne fait rien. En même temps, lorsque vous faites des entretiens avec des parents, ils disent bah oui, moi j'ai croisé à tel moment cette information sur Facebook. Résultat, j'ai commencé à regarder, il y a quand même des trucs un peu bizarres, etc. Ensuite j'ai demandé, j'ai pas eu la réponse. Et là, vous avez des débuts de commencement de réflexion critique qui peuvent mener parfois au refus de vaccination. Et les travaux qui se développent depuis 3 ans, à la fois sur les vaccins, mais aussi au-delà, ils insistent beaucoup sur l'importance de comment cet écosystème des discours faux sur les thématiques vaccinales, sur la santé, s'inscrivent en fait aussi dans l'écosystème, par exemple, du milieu médical. Donc ça, Arnaud l'a évoqué à l'instant, c'est-à-dire, bah oui, effectivement, le scandale Wakefield, c'est quand même l'histoire de comment vous avez un médecin qui a pignon sur rue, qui est un chercheur de renommée en Angleterre, qui a déjà publié dans une des plus grandes revues médicales du monde, qui est le Lancet, c'est son deuxième ou son troisième article dans le Lancet, sur une thématique autre, et voilà, c'est publié, et résultat, ensuite, vous avez des effets en chaîne, etc.
Vous avez à la fois donc cet écosystème médical, mais par exemple du côté de la France, vous avez des médecins qui vont faire des prescriptions qui vont à l'encontre du consensus médical. Je veux dire, l'hésitation vaccinale, par exemple, chez les médecins, on la trouve encore et encore, que ce soit sur les vaccins comme le vaccin HPV, on l'a vu au début de l'épidémie de Covid sur la vaccination contre la Covid, il n'y a pas eu un engouement extrêmement fort dès le début, avec la confiance dans les essais cliniques qui avait quand même été relativement limitée. Je renvoie aux travaux de Pierre Verger là-dessus. Donc vous avez à la fois ce milieu médical et scientifique, vous avez aussi le milieu médiatique, parce qu'en fait on a l'impression que les réseaux sociaux, ça se développe un peu dans son coin, mais en même temps en fait ce que beaucoup de travaux montrent, c'est qu'une grosse partie des discussions sur les réseaux sociaux, elles sont centrées sur les thématiques d'actualité et les événements qui font l'actualité médiatique. Alors ça ne va pas être exactement les mêmes contenus, par contre ça va être cette thématique-là, et c'est pour ça que des événements médiatiques, lorsque vous avez par exemple Didier Raoult qui occupe les pages pendant 3 semaines de tous les grands journaux, etc., ça porte ces discours-là sur les réseaux sociaux. Et vous avez évidemment l'importance du champ politique. Alors là, évidemment, on tourne tous nos yeux vers les États-Unis avec un regard à la fois amusé, puis rapidement on arrête d'être amusé parce qu'on se rend compte des conséquences qui sont très importantes, d'une transformation assez majeure du champ politique dans lequel ce qui passe pour être un discours politique acceptable, de l'ordre du débat et du débat légitime, devient des théories du complot qui sont farfelues, et surtout, comme vous avez des personnes qui sont au gouvernement qui vont, par exemple, remettre en cause l'utilité de la vaccination contre la rougeole, etc. Et donc, c'est ça qui n'est pas évident. C'est que donc, vous avez cette transformation du cadrage, et il est important, parce que, par exemple, si on prend le cas des vaccins, on a trop rapidement voulu attribuer la cause de la montée de l'hésitation vaccinale à l'essor des réseaux sociaux. Ça, clairement, ça a été un cadrage qui est arrivé directement. Alors déjà, un premier problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas si sûr que ça, qu'il y ait un réel essor de l'hésitation vaccinale sur les 10 dernières années, parce qu'en fait, pour une raison simple, on a très peu de données longitudinales sur 30 ans. On sait par exemple qu'en France, on en a depuis les années 2000, mais finalement, les données avant, elles suggèrent quand même qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais dans d'autres pays, comme l'Angleterre, c'est pas du tout le cas. Quand en Allemagne, c'est pas du tout le cas. Aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. Bon, mais passons ça de côté. Ce que l'on voit, c'est que dans les données longitudinales qu'on a sur les 20 dernières années, on a des pays dans lesquels vous avez une montée de l'hésitation vaccinale, par exemple la France, mais on en a d'autres dans lesquels il y a eu un renforcement de la confiance. Par exemple l'Angleterre, qui a pourtant été au cœur de la controverse Wakefield. Et pourtant, ce que l'on a, et en France, par exemple, ça ne correspond pas du tout au développement des réseaux sociaux. Donc on n'a pas une courbe de montée de l'hésitation vaccinale que l'on mettrait à côté de la courbe de l'usage des réseaux sociaux. En fait, on a un pic en 2009 et ensuite ça se maintient à un plateau, et voire même ça s'améliore un tout petit peu depuis l'extension de l'obligation vaccinale. Donc on a plein de pays qui ont vu ce développement des réseaux sociaux. Lorsque vous allez sur les réseaux sociaux de ces différents pays, on a des contenus critiques. Par contre, dans certains pays, ça se traduit dans beaucoup d'hésitations vaccinales et dans d'autres non. Et donc, c'est pour ça que c'est important de penser ce qui se passe sur les réseaux sociaux en relation avec ce qui se passe dans les autres sphères, notamment parce qu'elle pose la question de la manière dont les mauvaises informations en santé, les informations fausses en santé, elles sont légitimées ou pas. Est-ce que, en fait, lorsqu'elles circulent, n'importe qui voit bien que oui, bon, ok, d'accord. Encore un truc de barjot qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce que quand même ce qu'on voit dans l'enquête de Laurent Cordonnier, c'est que en fait, les gens ne font pas beaucoup confiance à l'information qu'ils croisent sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que ça ne crée pas des doutes, mais ça veut dire qu'énormément de temps, c'est balayé du revers de la main. Et donc ce qui fait que le fait, par exemple, qu'on ait des médecins, des anciens professeurs de médecine, des professeurs de médecine en activité qui vont légitimer des discours critiques sur le vaccin contre le HPV, sur le vaccin contre la Covid, etc., ça a un effet majeur, parce que en fait, comment est-ce que vous pouvez demander au public, lorsqu'il voit professeur de médecine en cancérologie à la télévision, de dire oui mais attends, parce que moi est-ce que c'est le bon type de professeur en cancérologie ou est-ce que c'est le mauvais type de professeur en cancérologie? Et donc là en fait ça pose des questions de la manière dont la régulation se fait dans l'espace médical. Il y a un gros enjeu aujourd'hui sur l'imposition de l'evidence-based medicine, notamment chez les médecins généralistes. Ça se pose aussi la question de qu'est-ce qui font les fractures politiques, parce que qu'est-ce qui est légitime pour un homme politique, sur quel débat est-ce qu'il est légitime de porter le sujet du débat. Et bon, plus généralement, ça pose la question de la confiance dans les institutions, mais ça a déjà été évoqué avant. Mais le problème, c'est que vous me dites, oui, très bien, vous avez pointé tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est pas évident, parce que j'évoque ça, mais là, on parle de grandes politiques structurelles. Et donc, je fais mon sociologue de base qui dit, regardez, c'est très compliqué, il faut faire des choses immenses, mais je ne vais pas vous dire comment, parce que c'est au-delà de mes compétences. D'accord.
Merci beaucoup. Alors, un deuxième tour de table, si vous le voulez bien, à partir d'une hypothèse que je vous soumets. Je ne me suis pas présenté, hein, Arnaud Mercier, je suis professeur en communication, spécialiste des questions d'information, propagande et de fake news. Hein. Et donc, à l'Institut français de presse à Assas. En fait, dans l'analyse que je proposais des fake news, j'essayais de le remettre dans un contexte beaucoup plus général sur l'idée que c'est très associé finalement à une crise plus structurelle, à mon sens, dans laquelle les réseaux sociaux ont leur part, mais pas que, qui est une forme de crise de l'autorité. De la verticalité du savoir par rapport à ce que l'Internet en général et les réseaux sociaux en particulier propose, qui est justement une forme d'horizontalité, d'aspiration à des discussions à égalité. D'où tout le problème qui a déjà été souligné tout à l'heure, c'est que c'était Mathias Vargon, je crois, qui le disait. De temps en temps, on a quand même le droit d'affirmer sa compétence par rapport à des gens. C'est pas parce que ils ont le droit de s'exprimer, mais c'est pas parce qu'ils ont la possibilité de s'exprimer qu'ils peuvent se sentir à égalité avec des gens qui sont experts et qui ont quand même quelques. Voilà. Et ça vaut aussi pour les journalistes. On parlait de l'exemple de Catherine Hill avec David Pujadas. Donc, en fait, je remettais ça dans un contexte plus général où je me disais, finalement, il y a aussi une forme de crise de l'autorité, du savoir, des sachants. Hein, et que sans doute, les fake news sont quelque part dans la déconnexion de ce point de rencontre entre une verticalité de la parole et des aspirations à une forme d'horizontalité et d'égalité. D'ailleurs, un oncologue bordelais, moi j'avais fait dans un colloque il y a 3 ans sur justement fake news et santé, expliquait très bien ce que vous avez dit, Julie Pacorel, c'est que au départ il braquait ses patients, c'est pas ça, faut pas faire comme ça c'est pas bon, etc. Et il m'a dit, on s'est rendu compte que ça avait un effet extrêmement négatif, c'est qu'il nous cachait du coup ce qu'il faisait. Et il dit, on s'est réunis et on s'est rendu compte qu'il y avait eu des échecs thérapeutiques liés à des choses qu'ils avaient cachées, qu'ils ne nous avaient pas données. Et donc, il nous dit, on a changé complètement de logiciel et on s'est dit, on va faire des groupes de parole et puis on va monter en dignité la compétence d'une certaine façon des malades qui pouvaient faire part de leur expérience. Hein, et donc, tout ça est institutionnalisé. Maintenant, il y a des éléments comme ça. Je trouve que c'est effectivement intéressant parce qu'il dit, il y a des groupes de discussion entre patients. Il y a les patients guéris, par exemple, qui font partie de collectifs et qui permettent à des patients en cours d'aller discuter, de dire, moi, je suis passé par là, j'ai fait ça. Et il dit, en plus, ils ont plus confiance. Parfois aussi dans les patients aussi guéris que dans les médecins, ou en tout cas à égalité. Et donc, vous voyez, rétablir en fait ce lien de confiance avec les citoyens. Et du coup, la question que je pose à chacun d'entre vous, si vous le voulez bien, chacun en vos rangs et dignités, j'allais dire, du point de vue de la parole politique, comment rétablir ce lien de confiance dans ce que je viens de décrire entre une verticalité et une aspiration à l'horizontalité, du point de vue du médecin, du point de vue du journaliste, vous l'avez déjà largement abordé, et du point de vue du chercheur aussi, l'expert en général, hein, et pas seulement du médecin. Voilà, donc si je voulais, je vous redonne la parole, chacun 5 minutes. Sujet passionnant, on aurait envie de rester des heures sur les solutions qu'on peut trouver, parce que c'est aussi l'objectif de cette journée. Donc je vais parler du point de vue politique, peut-être avec un message d'espoir sur un communiqué de presse de l'Académie de médecine que j'ai vu tourner sur les réseaux sociaux par des jeunes sur le sujet des dangers des lampes UV pour les ongles semi-permanents, pour les cancers de la peau. Et j'ai vu des jeunes avec lesquels j'ai discuté sur la désinformation qui m'ont dit, heureusement, sur les ongles, maintenant, on fait attention si c'est une lampe UV ou une lampe à d'autres procédés, parce qu'il y a quand même eu un communiqué de l'Académie de médecine qui dit bien que c'est très dangereux. Et donc, ça montre que vous parliez d'une crise de l'autorité, mais qu'il y a encore possibilité qu'un certain nombre d'institutions françaises
et je vais parler de la désinformation française, soient reconnus et soient des tiers de confiance pour ceux qui voudraient regarder leurs informations santé sur les réseaux sociaux. Et je dis française parce que on voit que dans la désinformation en santé, une grande partie des sources qui sont citées par des sites plus ou moins financés par la publicité pour vendre des produits paramédicaux ou censés guérir, ils tiennent leurs sources de sites anglo-saxons dont les traductions ne sont pas fiables. Et je pense que plus que jamais, nos institutions françaises, dont l'Académie de médecine en particulier, peuvent avoir un rôle reconnu par les citoyens et qu'il faut donc valoriser, nous, les politiques, lorsqu'on appuie un certain nombre de démonstrations. Sur le sujet de la confiance qui est essentiel, je pense que le politique peut avoir une action sur des acteurs qui sont des tiers de confiance pour les citoyens. Je pense en particulier à la loi influenceur que nous avons examinée en mode transpartisan il y a quelques mois à l'Assemblée nationale et votée. Et cette loi influenceur, elle avait pour objectif de mettre au débat et de réguler une influence commerciale extrêmement suivie par les citoyens de tous âges, et en particulier nos jeunes et nos enfants, et a donc interdit la promotion de produits dangereux pour la santé par des influenceurs et obligé tous les influenceurs à mettre un bandeau lorsqu'ils étaient payés par une marque, par exemple de compléments alimentaires, sur le fait que c'était une opération commerciale, ce qui peut tout de suite mettre le doute par rapport à une opération de santé publique. Le politique peut aussi continuer de dialoguer avec les médias. On a des états généraux de l'information qui se sont ouverts, dans lesquels les journalistes, les acteurs des médias vont tous s'impliquer par leur contribution. Nous, les députés, on souhaite aussi contribuer à ce débat en remettant nos réflexions, en rencontrant ces acteurs. Et je pense en particulier à la responsabilité des médias et des journalistes sur la qualité des experts et la façon dont ils présentent les experts, notamment sur les chaînes d'information en continu, ou bien souvent sur un même plateau. Moi-même, en tant que porte-parole qui m'y retrouve, on est avec des personnalités dont on ne sait pas bien le niveau de légitimité. Et je pense que ça, c'est une responsabilité des chaînes et des médias d'être extrêmement précis et clair. On est journaliste ou pas, on a la carte de presse ou pas, on est influenceur des médias ou pas, on est médecin ou pas, on est expert de santé ou pas, c'est pas la même chose. Et donc, pour parler des sujets, il faut que le citoyen ait accès à une information, et je crois que c'est ce que font les chaînes publiques en particulier, mais dans toute la sphère médiatique, qu'elle soit télévisée ou sur les réseaux sociaux avec toutes les nouvelles chaînes, y compris YouTube, etc., il y a une responsabilité de savoir qui est l'émetteur. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur laquelle nous, on peut appuyer. Et puis, dernière chose, je dirais que les journalistes, vous parlez du fast-checking, madame, et les journalistes d'enquête et d'investigation ont un rôle important dans la désinformation santé, dans cette lutte. Je pense en particulier à un article du CLEMI, du Centre d'éducation aux médias de l'éducation nationale, sur la désinformation en santé, que j'ai lu pour préparer cette intervention, et qui faisait référence à un site internet qui a un peu défrayé la chronique, qui est Santé, Nature, Innovation, sur lequel il y a une enquête approfondie de deux journalistes que je connais, Clémence de Blazy et Erwan Sesnek, qui sont des personnes qui sont formées, qui ont une déontologie, la recherche des sources, le contradictoire, et qui donc amènent des enquêtes approfondies d'investigation sur à la fois les motivations de ces sites internet et leur financement et le rôle de l'argent et de la publicité. Parce que derrière tout ça, il y a des motivations parfois politiques et très souvent économiques. Voilà, donc je pense que le politique a son rôle à jouer aux côtés des scientifiques, et que c'est un combat quand même qui doit rassembler et motiver des actions communes face à finalement quelque chose qui est massif et parfois poussé par de mauvaises motivations. Cette question d'horizontalité, on la prend de plein fouet dans ma spécialité, à tel point que hier, le nouveau délégué interministériel sur l'autisme a affirmé publiquement que les psychiatres ne savaient pas poser des diagnostics d'autisme, alors que ce jeune homme est un médecin de santé publique qui n'a jamais vu un autiste de sa vie et qui, bien sûr, n'est absolument pas qualifié, non seulement pour dire une chose comme ça, mais même pour parler
de l'autisme en général. Donc, dont acte. Alors on pourrait dire c'est dramatique. La bonne nouvelle, c'est que cette question d'horizontalité ne se pose quasiment jamais dans notre rencontre avec les familles. C'est-à-dire que dans la réalité du soin, les patients, leurs familles nous font confiance, nous écoutent, entendent les limites de notre savoir, et puis ça ne nous empêche pas de faire des soins. Alors, on regarde ça avec un mélange quand même de tristesse et d'amusement. Je pense que c'est un changement de société. Comme vous le savez, la médecine était associée à une représentation de paternalisme pour un peu le meilleur et beaucoup pour le pire, et qu'on s'en rend compte aujourd'hui. C'est très bien qu'on s'en rende compte. C'est très bien que la parole du patient soit de plus en plus écoutée. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. La question de l'expertise expérientielle est une vraie question. Et donc, tant mieux, la médecine avance de ce côté-là. Il y a un effet indésirable, nous avons l'habitude des effets indésirables, c'est la déqualification du savoir médical, mais encore une fois, c'est une déqualification sociale. Ça n'est pas une déqualification au niveau du soin. Et donc, on va vivre avec, et je pense que dans quelques années, ça ira mieux. C'est là qu'on voit que vous êtes un psy. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à Julie Pacorel, même si elle avait déjà pas mal abordé la question. Alors du coup, plus sur le rôle des institutions, peut-être, pour revenir à votre question. Alors pour ce qui est, moi je séparais en deux parties, c'est-à-dire tout pour ce qui est des anti-vax, si on veut un peu résumer, des personnes anti-vaccins, voire complotistes, je crois très peu au rôle des institutions pour rétablir une confiance, parce que ces gens-là ont décidé que ce qui venait des institutions était faux. Voilà, donc en fait c'est quand même, pour moi... Dans les institutions, il y a les médias. Exactement. Alors l'AFP au premier rang parce qu'on est considéré comme un média à tort d'État, bien qu'on ne le soit pas, mais bon, peu importe. En tout cas, c'est vraiment, voilà, c'est très compliqué, même si nos principales sources, effectivement, viennent des institutions. Par exemple, pour ce qui est de la mortalité Covid, moi, je n'ai pas d'autre outil que faire confiance à Santé publique France. Donc, c'est assez compliqué, parce qu'on sait très bien, effectivement, que notre réponse ne va pas satisfaire les complotistes. Après, même là-dessus, c'est assez... Il faut être assez nuancé, parce que ce que Violette Spilbout disait sur les influenceurs, par exemple, qui peuvent se dire « Ah, finalement, quand même, l'Académie de médecine dit que c'est dangereux, peut-être que… » Moi, j'ai observé ça aussi avec les complotistes. Les complotistes vont régulièrement citer, comme les deux dames tout à l'heure, l'Agence européenne des médicaments. On se dit, alors il faut savoir, des fois c'est les méchants, mais des fois peut-être qu'en fait ils ont raison et ils révèlent des choses. Bon, donc finalement, même là-dessus, c'est pas si clair. Et parfois, on peut quand même se reposer sur les institutions. Pour ce qui est des fake news en santé de manière plus globale, en sortant de la crise Covid, je pense que les institutions ont un énorme effort à faire de vulgarisation et de dialogue. Moi, je trouve qu'il y a des exemples quand même sur lesquels on peut s'appuyer aujourd'hui. L'INSERM fait un travail énorme de lutte contre la désinformation. Ils ont des fiches très pratiques, ils ont des vidéos, par exemple, y a-t-il une épidémie d'autisme ? Une vidéo qui est très claire, qui est très courte, qui est facile d'accès, même à quelqu'un qui n'est pas du tout spécialiste. La Société française de pharmacologie, dans un autre registre, fait des fiches aussi avec des questions-réponses qui sont assez claires sur le Covid, mais aussi sur d'autres maladies. Donc je pense qu'en fait, on a beaucoup à s'inspirer de ces, voilà, des choses très, très, entre guillemets, faciles d'accès pour le grand public. Et je pense qu'il ne faut pas se contenter de les avoir sur son site internet. Il faut aller sur les réseaux sociaux, là où circulent les fake news. C'est ce que fait très bien... Encore une fois, l'INSERM est assez présente, notamment sur YouTube. Il y a peu d'institutions quand même qui sont présentes sur TikTok, mais je crois que c'est Laurent Cordonnier qui en parlait ce matin. D'autres gens font ça très bien. Il y a des médecins influenceurs, entre guillemets. Alors après, il faut se méfier, parce que dans les médecins influenceurs, il y en a qui sont là effectivement pour vendre tel ou tel produit ou telle méthode. Mais je pense que quand même, les institutions auraient intérêt à descendre peut-être un peu de leur piédestal et à descendre dans l'arène, entre guillemets, c'est-à-dire faire des shorts YouTube, à faire des publications sur Instagram, sur Facebook, pour qu'en fait, quand on tape cancer du côlon sur YouTube, on tombe peut-être d'abord sur eux et pas sur un crudivoriste qui va nous mener à la catastrophe. Voilà.
C'est ce que je dis vraiment depuis longtemps, il faut être là où ils sont, et là où circule la désinformation, effectivement. Jérémy ? Oui, moi je vais rebondir sur ce que vous aviez avancé. Je pense que c'était important de rappeler l'importance de la dimension de relation dans la relation de confiance. En fait, la confiance, elle se construit dans une relation avec quelqu'un ou avec une institution, avec un locuteur ou avec un producteur, un producteur de discours. Ça, c'est très important parce que, par exemple, quand on regarde les modalités d'intervention pour améliorer les attitudes à l'égard des vaccins, par exemple, parmi les interventions qui marchent le mieux, il y a ce qu'on appelle l'entretien motivationnel et qui est en fait une sorte de forme de discussion avec le patient dans lequel on insiste énormément sur, on va essayer de comprendre les raisons des doutes, etc., dans une démarche d'écoute, ce qui n'empêche pas de faire des recommandations claires. Alors le problème, c'est que c'est beaucoup plus coûteux en temps, ça demande de la formation des médecins, des infirmières, des sages-femmes, etc., etc. Mais par contre, l'avantage, c'est que c'est efficace, c'est plus efficace, c'est efficace dans le temps, et surtout c'est efficace au-delà de la vaccination, parce que aussi le problème c'est la multiplication des interventions qui sont sur la vaccination, sur le dépistage du cancer, sur ceci, sur cela, alors qu'en fait, ce qu'il faut aussi, c'est trouver des modes d'intervention qui font que la confiance avec tel ou tel acteur se construit dans le temps et que en fait, le réflexe ne soit pas de questionner les recommandations officielles, mais plutôt de trouver parfois peut-être une raison de les questionner plutôt que ce soit automatique. Et sur cette dimension de relation, c'est vrai qu'on voit un effort du côté des institutions, notamment des agences françaises, d'essayer de créer des points de contact avec le public, notamment l'Agence nationale de sécurité du médicament pendant l'épidémie de Covid a ouvert en fait des lignes de communication, c'est-à-dire vous pouviez les contacter pour poser des questions sur les effets secondaires. On a aussi vu des choses comme ça du côté de Santé publique France. Pour l'instant, j'ai pas vu de rétexte de ça, voir comment ça se passe. Je crois quand même que c'est relativement anecdotique parce que ils reçoivent 1 millier, 2 milliers, 3 milliers de messages, alors que là, par exemple, sur la question des vaccins, on parle de dizaines de millions d'adultes vaccinés avec des doutes. Mais c'est important. Et c'est aussi important parce que cette dimension de la relation est aussi importante lorsqu'on réfléchit à la relation aux institutions. En fait, ce que l'on voit par exemple sur l'hésitation vaccinale, c'est qu'elle est beaucoup plus marquée chez les publics qui sont marginalisés, ceux qui sont objectivement loin de l'État, par exemple qui parlent mal le français, qui sont évidemment donc SDF, immigrés en situation irrégulière, etc. Donc ça, on a quelques études là-dessus qui montrent que c'est beaucoup plus prégnant, mais aussi des personnes qui sont à distance des institutions. Donc par exemple, dans nos enquêtes, on regarde par exemple des institutions politiques et étatiques. Par exemple, on regarde les expériences de discrimination, les expériences à quel point les personnes sont intéressées par les débats politiques, est-ce qu'ils votent, est-ce qu'ils se sentent intégrés dans la société française. Et clairement, sur tous ces indicateurs, c'est ceux qui sont les plus hésitants. Alors c'est probablement une forme de réticence qui est assez différente de celle des militants très, qui lisent énormément de discours sur les vaccins, etc. Donc il y a une pluralité. Mais par contre, en termes de volume, c'est énorme. Juste pour vous donner une idée, dans nos enquêtes, par exemple, si on s'intéresse au rôle de la politique, on demande évidemment, alors, est-ce que vous vous sentez proche d'un parti? La personne dira France Insoumise, Renaissance, etc., etc. Déjà, on en a 30% qui répondent aucun parti. Entre 30 et 20%. Voilà, c'est juste. Et donc, sachant que le deuxième, en général, arrive au maximum à 15%. Donc, c'est énorme. Et en fait, quand on regarde, par exemple, dans les différentes enquêtes sur est-ce que vous aviez l'intention de vous faire vacciner, les personnes qui se sentaient proches d'aucun parti pouvaient représenter jusqu'à la moitié des personnes qui comptaient pas se faire vacciner. Et alors, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? C'est parce que le fait de se sentir proche d'aucun parti, même quand on les relance, c'est généralement un signe de désaffiliation politique. Mais j'ai d'autres indicateurs, genre est-ce qu'ils votent, etc. À chaque fois, on le voit. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'en fait, on a aussi des tendances structurelles, un peu de désinvestissement dans les services publics, de mise à distance des usagers du service public, avec à la fois la dématérialisation, mais aussi le fait de rendre beaucoup plus difficile le recours, soit de rendre volontairement ou involontairement. En tout cas, pour beaucoup de services publics, c'est difficile d'y avoir recours. Et ça participe aussi à l'éloignement de toute une partie du public, et un public qui, ensuite, c'est difficile ensuite de dire, mais faites-nous confiance, regardez là-dessus, on a raison, mais à côté de ça, c'est vraiment très compliqué pour vous d'avoir vos allocations.
Non, mais du coup, ça me fait réagir, surtout sur le sujet relation de confiance, parce que je crois qu'on touche le sujet lors de mon travail sur l'éducation aux médias, notamment dans les collèges. On sent aussi que c'est un questionnement des enseignants, en fait, finalement, en qui le jeune demain a confiance ou aujourd'hui a confiance, et quand on se rend compte que c'est à un influenceur ou voire à un gamer de jeux vidéo à qui ils font le plus confiance, ce que j'ai vu, moi, auprès de certains jeunes, c'est effectivement très inquiétant, et c'est comment on peut combattre ça. Dans le sujet de la santé, justement, ça me fait réagir. Il y a quand même quelque chose qu'on entend beaucoup chez les complotistes ou chez ceux qui ne croient en rien et qui se désaffilient de tout, c'est la dépendance santé-laboratoire, pouvoir économique. Et donc moi je pense aussi qu'il y a une réflexion des influenceurs positifs en santé, c'est-à-dire les grandes institutions en santé, sur le sujet des conflits d'intérêts qui ne doit pas être passé sous silence. Alors j'en parle d'autant plus librement que nous les parlementaires on est soumis à des règles extrêmement drastiques qui ont été renforcées de déclaration d'intérêt, de déclaration de patrimoine. Moi, je ne demande pas la déclaration de patrimoine pour tout le monde. En revanche, la déclaration d'intérêt, elle ne devrait pas, à mon avis, se limiter aux politiques aujourd'hui, parce que ça faciliterait le travail des journalistes. Ça mettrait peut-être assez vite en valeur que certains experts qui sont sur des plateaux télé ne sont pas complètement indépendants. Il y a certaines fonctions qui obligent à la déclaration d'intérêt, mais il y a plein d'endroits où c'est pas du tout une nécessité, où c'est pas dans la loi, et où peut-être il faut réfléchir quand on est émetteur à avoir une démarche volontariste. Je sais que c'est le cas parfois dans certaines entreprises ou dans certaines institutions qui décident d'elles-mêmes de rendre ces choses publiques, mais en tout cas c'est une question qui se pose parce que l'histoire du laboratoire, y compris pour le président de la République, moi j'entends très souvent dire non mais de toute façon le président de la République il travaille avec tel laboratoire, voilà. Et donc dans la santé c'est encore plus prégnant que dans d'autres domaines de désinformation. Alors, précisons que, précisément, c'est déjà très encadré dans le cadre de la médecine, qu'il y a des déclarations d'intérêt, de financement de recherche avec des laboratoires, etc. Enfin, il y a déjà énormément de choses. Mais là où je vous rejoins tout à fait, là je vais prendre la casquette d'ancien président du site d'information The Conversation. Quand on l'a ouvert en France, une des premières choses qu'on a fait, on a dit, bon, on va mettre dans la présentation des gens, on va mettre aussi un petit questionnaire où ils doivent, est-ce que vous avez des conflits d'intérêts, est-ce que vous avez été financé pour, etc. Parce que ça nous a paru effectivement très important d'essayer de désarmer à l'origine tous ces éléments. Alors j'avais promis, juré, craché, et Dieu sait que tous ceux qui me connaissent, qui savent que je suis tendanciellement en retard, seraient très étonnés, mais j'avais promis qu'on finirait à 13h10 au plus tard. Il est 13h07. Alors si jamais il y avait, voilà, je ne veux surtout pas frustrer, une question, je suis désolé, il n'y en aura qu'une seule, c'est à vous. Bonjour. Alors moi je suis historien des médias, je m'appelle Patrick Evenot, enfin bon, donc tout à fait à la limite entre les deux. Et je suppose que Gérald Bronner tout à l'heure va vous parler de la crédulité et de la réception, donc je ne vais pas en parler, mais il faudrait peut-être pas oublier dans tout ce que vous avez dit sur la lutte contre la désinformation, le plaisir collectif ou individuel qu'ont les gens à faire passer de la désinformation, à faire passer des fausses nouvelles. Le quart d'heure de célébrité, la minute où on se croit plus fort que le professeur de médecine ou de chirurgie ou de je ne sais quoi, c'est un plaisir extraordinaire et c'est là-dessus aussi qu'il faut lutter. Mais, merci Patrick, c'est sur ce mot de la fin que nous en terminerons parce que pour une fois je serai à l'heure. Merci à tous, bon appétit et nous nous retrouvons cet après-midi.